Deux guerres qui laissent encore aujourd'hui des traces dans les cœurs et les mémoires. Les 600 000 personnes qui sont représentées ici, les victimes, ils viennent de tous les pays. C'est un besoin de peindre les coquelicots dans l'art. Mais pour moi, c'est beaucoup plus qu'une fleur. Pour moi, ce sont des sentiments. Par mon art, je peux donner ça aux autres gens. Ypres a été détruite lors de la Première Guerre parce que le front se situait donc dans le salient d'Ypres. Les Allemands ont choisi cette ville, donc la ville de Gand, comme ville-étape. C'est comme ça que les bâtiments ont été épargnés par les effets de la guerre. La population, là, c'est une autre histoire. Qu'ils soient vétérans, historiens, ambassadeurs, enseignants, guides touristiques ou artistes, tous nos intervenants canadiens ou belges ont en commun leur intention et leur souci de perdurer la mémoire des victimes. Ils souhaitent qu'on se souvienne de la contribution du Canada durant les deux guerres mondiales. Durant la Première Guerre, Bruxelles, Gand et Bruges sont occupées par les Allemands. Celles-ci se démarquent par leur architecture, notamment l'influence gothique du XVe siècle. Ces trois villes n'ont pas vraiment connu de combat ou de destruction majeure, contrairement à Ypres qui a été totalement anéantie. On a plusieurs épisodes dans notre histoire. Avec Ypres, Ypres est une situation tout à fait exceptionnelle parce que la ville, comme vous savez, a été entièrement bombardée. Après la Première Guerre mondiale, elle a été entièrement reconstruite. Donc là, c'est du style néo-gothique que vous avez. Derrière moi, et ça, vous avez, c'est le lien qu'on peut faire entre Bruges et Bruxelles et Gand. C'est le style gothique de notre hôtel de ville. Donc, on est ici au XVe siècle. À Bruxelles, ici, ça commence derrière moi à partir de 1402. Pour la ville de Bruges, heureusement, a été une ville qui n'a pas été bombardée. Ça, beaucoup de visiteurs ne le comprennent pas parce qu'entre Bruges et Ypres, il y a une tellement petite distance qu'on s'étonne que Bruges n'ait pas été bombardée et Ypres, bien, qui se trouve à une 50aine de kilomètres de Bruges. Hein. Mais il est clair qu'il faut comprendre que quand une ville est occupée, donc l'ennemi ne va jamais bombarder une ville qui l'occupe. Donc, ça a été la chance de Bruxelles que la ville a été occupée, si vous voulez, et donc elle n'a pas été bombardée. L'impact de la guerre se fait sentir parmi les habitants de Bruxelles, Gand et Bruges. La population de ces villes prend part à l'effort de guerre en administrant des soins aux blessés ou en s'impliquant dans le mouvement de la résistance. Malheureusement pour Ypres, le champ de bataille s'étend à quelques kilomètres du centre-ville. À Gand, vous avez le centre-ville qui n'a pas été bombardé parce que c'est vrai que les pilotes, les militaires qui avaient comme mission de bombarder une ville comme Gand ne voulaient pas bombarder des bâtiments religieux. Donc c'est comme ça que tout le centre de Gand a été sauvegardé. Mais une fois que vous quittez le centre de Gand, là vous arrivez quand même dans une ville qui est entièrement reconstruite. Pour la ville d'Anvers, c'est aussi tout à fait la même chose. À Gand, il n'y a pas de lieu clé parce que la ville a été épargnée de la misère de la guerre. Parce que les Allemands ont choisi cette ville, donc la ville de Gand, comme ville-étape. Ils avaient leur headquarters ici à Gand et c'était une ville de repos, une ville où les soldats allemands venaient pour se reposer, disons. Hein. C'est comme ça que les bâtiments ont été épargnés par les effets de la guerre. La population, là, c'est une autre histoire. Hein. Deuxième guerre mondiale, même scénario. Hein. Ils ont utilisé la ville comme base. Ypres a été détruite, c'est une petite ville, elle a été détruite lors de la Première Guerre parce que le front se situait donc dans le salient d'Ypres. Bruges était une petite ville médiévale, mais en 1500, Gand était la deuxième ville après Paris. Donc, au-dessus des Alpes, il y avait Paris, grande ville, et puis il y avait Gand. Gand devient une des villes les plus importantes de la province pendant le 19e siècle grâce à son industrie du coton et du lin.
Son port maritime se retrouve deuxième au pays. Tous ces éléments contribuent à sa force dans le commerce. Les sources de revenus de la ville de Gand étaient surtout basées sur le commerce des céréales, nous provenant du nord de la France, et aussi le commerce en drap. Et là, on est devenus les chefs médiateurs parce que la laine, la source de nos revenus, devait venir de l'Angleterre, mais nous, on devait obéir le roi de France. Mais qu'en est-il de la ville de Gand aujourd'hui? Avec environ 50 000 étudiants pour une population de 230 000, attirant plusieurs milliers de touristes chaque année, Gand figure parmi les plus belles villes de Belgique et on la compare à un bijou caché en Europe. La place que je conseille certainement à visiter, c'est la cathédrale, avec le polyptyque de l'adoration de l'agneau mystique et le château des Comtes, qui est accessible à tout le monde, un château qui date de 1180 et qui a été construit par les comtes de Flandre. Donc on y vit pendant la journée, mais aussi la nuit. C'est une ville universitaire et tous ces jeunes nous donnent un enthousiasme, une vivacité qui est unique. Le tourisme, c'est un atout. Le monde vient vers nous pour découvrir ce joyau caché. Hein. La ville de Gand n'est pas connue comme par exemple Bruges ou Paris, mais oui, maintenant le tourisme fait quand même une bonne partie de l'économie. C'est une ville authentique, ça c'est sûr. Au XIXe siècle, c'était une ville industrialisée. Il y avait une partie de la population qui avait beaucoup de sous, une partie très riche, mais un prolétariat, donc une grande partie des gens qui n'avaient pas beaucoup d'argent. Ce n'est que dans les années 60, 70, 70, on dit en Belgique, que l'industrie touristique a découvert la ville de Gand, après la ville de Bruges, et que, bon, on a redécouvert ce trésor médiéval que vous voyez aujourd'hui. La Flandre possède un patrimoine historique très riche. Malgré les 2 guerres mondiales qui ont marqué cette région, elle a connu la prospérité, notamment dans le domaine culturel et de l'architecture. Dans la Flandre de deuxième partie du Moyen-Âge, disons-nous le 12e jusqu'à le 14e siècle, la Flandre était une région très riche. Et la ville de Ypres, de Bruges et de Ghent, ça c'était les villes les 3 plus importantes dans la Flandre dans cette période. Et si vous voyez Ypres qui est reconstruit après la Première Guerre mondiale, c'est reconstruit plus ou moins comme c'était dans cette période que la ville est devenue très riche. C'est plus petite que Bruges et Gand, qui étaient encore des villes plus importantes que Ypres, mais on voit l'importance de la ville de Ypres dans cette période, dans la richesse de ses bâtiments. Étant donné sa situation géographique, Ypres devient vulnérable pendant la Première Guerre mondiale. Les tranchées et les champs de bataille composent le paysage de cette ville où 5 batailles sanglantes ont eu lieu. Après la guerre, les habitants reviennent vers leur ville dévastée et détruite. C'est à partir de 1921 que recommence la reconstruction. Entre 1914 et 1918, au moins un demi-million ont péri. Parmi eux, on ne compte pas seulement des Allemands, Français, Britanniques et Belges, mais aussi des Marocains, Algériens, Tunisiens, Canadiens, Australiens, Néo-Zélandais, Sud-Africains, Chinois et Indiens. La ville d'Ypres était au centre de ce petit coin de Belgique qui a été le théâtre des plus violentes batailles durant la Première Guerre mondiale. C'est vraiment impressionnant d'aller sur place. Moi-même, j'y vais régulièrement. La ville d'Ypres est située assez près de la côte belge et c'est un endroit où souvent je passe des week-ends avec ma famille ou des petites vacances. Et j'adore prendre mon vélo et faire des randonnées. Et c'est à ce moment-là qu'on se rend compte de l'impact de cette guerre qui était énorme. Le paysage est réellement
parsemé de cimetières de la Première Guerre mondiale, qui sont réellement impressionnants. Je crois que c'est très poignant de voir ces milliers de croix blanches à perte de vue. Et donc, je crois que ça vaut la peine à tout un chacun d'aller se rendre sur place pour se rendre réellement compte du ravage de cette Première Guerre mondiale, dont les séquelles sont encore toujours visibles. Et, par exemple, encore aujourd'hui, 100 ans après la guerre, par année, à peu près 150 ou 200 tonnes de munitions sont encore toujours relevées du sol de cette région, ce qui est quand même assez impressionnant et qui donne une idée de la dévastation qui a eu lieu durant ces années 14-18. La région de Ypres ici et de Passendale était une région très britannique pendant la guerre. On avait des troupes françaises ici de temps en temps, mais pas dans toute la guerre. Mais les Britanniques et tous les troupes coloniales qui sont venus avec les Britanniques, les Canadiens, les Australiens, les Nouvelle-Zélandais, les Sud-Africains, ça c'est une histoire très spéciale. La région ici, c'était une région très rurale, un coin oublié dans la Flandre. Et à un moment, tout le monde vient ici, qui était au début un choc pour les civils. On n'avait pas de civils ici à Ypres et dans la zone de front, mais derrière le front, on a des villages et la ville de Poperinge. Et tous les troupes sont passées là. Et pour les civils là-bas, maintenant on a l'habitude de voir les gens de partout. C'était un peu un choc de culture au début. Donc ça c'est une histoire très importante. L'aspect de troupes de partout du monde qui sont venus ici pour combattre les 4 années dans la région. Donc c'est un sujet que je suis très intéressé dedans. Ces 4 villes ont été touchées par les 2 guerres de différentes façons. Aujourd'hui, 100 ans plus tard, ces villes comptent plusieurs monuments commémoratifs en souvenir des victimes. Dans l'intention d'honorer la mémoire des victimes de la guerre, aussi bien soldats que civils, plusieurs manifestations artistiques voient le jour en Belgique. Le Coming World Remember Me est l'une d'entre elles. On a invité des personnes pour participer à ce projet, pour créer une installation ici sur le domaine de Palingbeek à Ypres. Et l'installation a été faite en effet un hommage aux victimes de la Première Guerre mondiale. Ce sont des victimes pas seulement belges, ce sont des victimes de partout du monde. Il y a plus de 100 nationalités qui étaient ici en Belgique pendant la Première Guerre mondiale. Et nous ne voulons pas seulement faire un hommage pour les soldats, mais aussi pour les autres gens qui sont décédés à cause de la guerre ici en Belgique. C'est le commissionnaire Jan Moujaert qui a eu l'idée de créer ce projet en s'unissant avec l'artiste Koen van Mechelen afin que son idée se concrétise. C'est à la fois un hommage pour les soldats, mais aussi pour les civils. Le nombre de victimes lors de la Première Guerre mondiale est astronomique. Dans le projet Coming World Remember Me, on note la participation de plus de 174 000 bénévoles. Les figurines sont faites par des personnes qui peuvent participer dans les ateliers que nous avons créés. Il y avait des ateliers où personnes peuvent venir en famille, en groupe avec l'école et où ils peuvent faire des sculptures là-bas. Et pendant 4 ans, on a fait des sculptures et les personnes qui font une sculpture, ils deviennent parrain ou marraine d'une sculpture. Et ils sont aussi étaient ici pour placer les figures dans le site ici.
Alors, c'était très important pour nous que l'installation lie le présent et le passé. Il y a le passé, il y a les 600 000 victimes de la Première Guerre mondiale qui sont représentées par les sculptures ici. Mais les sculptures sont faites par des personnes aujourd'hui, dans le présent. Et en faisant une sculpture, les gens ont eu la chance de penser du masse de victimes, du 600 000 victimes ici. Et quand les personnes viennent ici, ils voient les 600 000 sculptures, ils se réalisent que c'est une ombre géante, que en effet, c'est une masse qu'on voit ici. Et par réaliser ça, par réaliser combien de gens sont décédés dans la Première Guerre mondiale, ils se réalisent que la guerre est une chose qui est vraiment inutile parce qu'il y a seulement des victimes qui sont ici maintenant. Et on veut faire réaliser qu'il y a d'autres manières de trouver des solutions pour des problèmes. Comme si on est plus connecté avec les gens partout, on se réalise qu'on sont tous des gens, qu'on veut tout la même chose, on veut tout un monde qui est en paix, on veut tout vivre en paix et on veut tout que les cruautés, les férocités de guerre se passent plus partout dans le monde. C'est un exemple d'une des initiatives qui ont été prises pour commémorer le centenaire. Je ne l'ai pas visité moi-même, mais j'ai évidemment vu des images à la télévision. Ça a été fort commenté en Belgique. C'est un superbe projet et qui, une fois de plus, rend hommage à chacune des victimes. Et je crois que c'est nécessaire. C'est assez impressionnant à voir d'après les images. Mais je crois que ça contribue aussi à ce devoir de mémoire et ça rend visuel, ça rend une image visuelle de l'étendue des sacrifices qui ont été faits pour libérer la Belgique, la France. Et parmi ces 600 000 petites statues, il y en a énormément qui représentent des soldats canadiens. Et il est important aussi de se rendre compte combien le Canada a contribué aussi à la libération de la Belgique. Et il faut éviter que ça s'oublie au fil des générations qui passent. Et pour cela, ce genre d'initiatives sont évidemment très belles. Pendant la Première Guerre mondiale, le No Man's Land indique que toute présence humaine située entre les deux tranchées opposées est considérée comme une agression au risque d'être abattue. Alors, on a choisi cet endroit ici parce que c'était le No Man's Land pendant la Première Guerre mondiale. Il y avait les Anglaises et les Allemandes qui ont eu des batailles très féroces ici. Et au milieu, il était cette zone ici qui était de personnes. Et je pense que c'est une force, une symbole très forte parce que les 600 000 personnes qui sont représentées ici, les victimes, ils viennent de tous les pays. Alors les sculptures, les 600 000 sculptures sont des personnes, des personnages. On a la tête ici et on a les bras. Alors le sculpture, le personnage réfléchi, est en train de commémorer. Mais il y a aussi les chines. On voit ici la colonne vertébrale qui est très important parce que la colonne vertébrale, c'est une symbole de vie, une symbole de l'avenir parce que la colonne vertébrale, ça nous fait marcher dans l'avenir, ça nous donne la force, la vie d'avancer dans le futur. Les sculptures sont faites en argile et l'argile est une combinaison d'argile d'ici de Belgique et une argile qui vient d'Allemagne. Alors l'argile est aussi très symbolique pour commémorer les 600 000 victimes. On a aussi 600 000
plaques militaires et sur les plaques militaires, on a metté le nom d'une victime qui vient du liste de noms qui a été fait par le In Flanders Fields Museum ici à Ypres. Et on lit les noms d'une victime avec le nom d'un créateur d'une sculpture. L'art permet à plusieurs artistes de s'exprimer et de dénoncer les atrocités des guerres. À travers leurs œuvres se manifeste la volonté de renforcer des messages de mémoire collective. Je suis commencé à peindre quand j'avais à peu près 16 ans. Et puis après, j'étais à l'école pour peindre en Belgique. Et puis j'ai oublié un peu ma peinture parce que je suis allée dans l'aviation. Mais après, j'ai repris mes pinceaux quand j'étais au Canada. Les coquelicots sont très importants pour moi. Ils représentent beaucoup de choses, par exemple ma jeunesse. Puisque je suis née en Belgique, je me souviens très bien dans le pays de Flandre que je marchais à côté des champs de coquelicots pour aller à l'école et que je cueillis des coquelicots pour ma grand-mère, pour les apporter à la maison. Ça veut beaucoup dire comme des guerres mondiales. Il y aurait plusieurs raisons qui expliquent le choix du coquelicot pour représenter l'emblème de la Première Guerre mondiale. On l'associe à l'uniforme traditionnel britannique et au poème écrit par John McCrae. Le coquelicot pousse partout dans les tranchées, même dans la boue. Quand je peins mes sentiments, c'est twofold, comme on dit en anglais. Ça veut dire que je pense beaucoup à ma jeunesse, mais je pense aussi beaucoup à tous les jeunes Canadiens qui sont allés en Belgique et qui ne sont jamais retournés. Cette peinture-là, en fait, c'est une peinture qui appartient à 4 autres peintures que j'ai faites avec des fleurs dans les cheveux. Alors là, les coquelicots, je ne vais pas oublier de peindre des coquelicots. Quand je peins des fuchsias dans les cheveux, mais je vais aussi peindre des coquelicots dans les cheveux. Les coquelicots dans les cheveux, ça veut dire aussi que les gens doivent une fois réfléchir. Je peins beaucoup de choses, mais je crois qu'une fois que j'ai peint beaucoup des autres choses, je retourne toujours à mes coquelicots. J'adore les coquelicots pour les raisons que j'avais dit, mais aussi pour les couleurs et aussi pour donner l'histoire aux gens. Et c'est bien parce que comme ça, les gens réfléchissent. Il y a une légende des coquelicots que, comme on dit, au début, avant les guerres mondiales, les coquelicots avaient le cœur noir. Mais après les guerres mondiales, la Première Guerre mondiale en fait, il y avait des coquelicots qui poussaient dans les Flandres avec un petit croix dedans. C'est peut-être pas un besoin d'utiliser l'art, mais c'est un besoin de peindre les coquelicots dans l'art. Parce que souvent, les gens peignent les coquelicots comme une fleur, uniquement une fleur. Mais pour moi, c'est beaucoup plus qu'une fleur. Pour moi, ce sont des sentiments quand je peins des coquelicots. C'est toute une histoire pour moi. Et j'espère que par mon art, je peux donner ça aux autres gens. Le message de l'artiste est un message de paix. Il dit que maintenant, nous avons une génération ici en Belgique qui ne savent pas qu'est-ce que c'est d'avoir de la guerre. On n'a pas expériencé la guerre. Et il dit que c'est très dangereux parce qu'on n'a pas... on n'a pas vécu ça, alors on n'a pas vécu ça, alors c'est très facile de penser que la guerre est une solution pour des problèmes. Mais c'est jamais une solution. La seule chose que la guerre fait, c'est faire des victimes. Alors il veut une alternative, il veut un monde pacifique. Je crois que nous devons honorer chaque victime qui est tombée lors de cette Première Guerre mondiale, lors de la Seconde Guerre mondiale également, évidemment. Je crois qu'il est très important parce qu'il s'agit chaque fois d'un être humain qui s'est sacrifié. Il y a énormément de Canadiens, entre autres. Je crois que la Belgique est un des pays où il y a le plus de soldats canadiens qui sont enterrés. Et chaque personne est importante, cela va de soi. Je ne crois pas que la guerre ait vu la même chose ici
qu'en Belgique parce qu'ici, les gens n'ont pas vraiment vécu la guerre. Là-bas, en Belgique et en Europe, je dois dire, les gens ont vraiment vécu la guerre mondiale. Et ils ont dû partir de leur maison, et ils ont perdu beaucoup de familles pendant la guerre, ils n'ont eu pas de manger, il y a beaucoup de choses. Ici au Canada, c'était moins. Ils n'étaient pas tout près de la guerre, tu sais, ici, c'était plus loin de la guerre ici. Et je crois que c'est aperçu un peu différent. Tout le monde qui a vécu une guerre, ça reste dedans. Et je sais vraiment que ce n'est pas uniquement les gens qui ont vécu la guerre, mais aussi des gens comme moi qui sont nés après la guerre. On a entendu des histoires de tout le monde, toujours de la guerre, et on encore et encore et encore. Les gens en parlent. C'est pas mort en Belgique. Les gens en parlent tous les jours de la guerre. Dans le cadre des commémorations du 100e anniversaire de la fin de la Grande Guerre, plusieurs manifestations artistiques voient le jour. Parmi l'une d'entre elles, Coming World Remember Me, une œuvre d'art monumentale. Les artistes que nous avons rencontrés ont clairement exprimé leur volonté de rappeler tous les sacrifices et les pertes humaines. Chacun, à sa façon, apporte sa contribution.